Général, je donne maintenant la parole à Madame Joyce Msuya. Merci. Merci, Excellence, Monsieur le Président Biot, de me donner la possibilité d'évoquer cette question cruciale, la faim liée au conflit. D'après un récent rapport du Réseau mondial contre les crises alimentaires, la situation est claire. Les pires crises alimentaires au monde, y compris les famines au Soudan et dans certaines zones de la bande de Gaza, sont le résultat principalement des conflits armés et de la violence. Au Soudan du Sud, le risque de famine persiste dans certains comtés touchés par des faits de violence localisés. Plus les violences sont intenses, plus le phénomène de l'insécurité alimentaire est grave. Les attaques visant les civils et les infrastructures civiles signifient que les champs sont abandonnés, que les chaînes d'approvisionnement sont perturbées, que les prix flambent et que les possibilités de s'en sortir pour les civils sont détruites. Au Yémen, 17 millions de personnes souffrent de la faim. Et selon les prévisions, 1 million de personnes supplémentaires s'ajouteront à ce total. Les infrastructures endommagées empêchent les importations. Le conflit qui continue entraîne des déplacements de population et exacerbe le déclin économique, alors que des difficultés de taille en matière d'accès humanitaire entravent l'acheminement de l'aide dans des zones essentielles du pays. En Syrie, la production agricole a été gravement frappée par les endommagements aux infrastructures, un accès limité aux terres arables en raison de la présence d'engins explosifs et des déplacements importants. En raison de la faim, les risques d'exploitation et d'atteinte sexuelle augmentent, ainsi que les déplacements forcés, car les personnes ne savent plus comment faire pour pouvoir se nourrir, et souvent les femmes sont les plus frappées. Elles se privent et accordent la priorité à leur famille. Dans les contextes de conflits armés, le droit international humanitaire est clair, les civils et les objets civils doivent être protégés. Avoir recours à la faim contre les civils comme arme de guerre est interdit. Tout comme sont interdites les attaques visant des objets indispensables à la survie des civils. La résolution 2417, plutôt adoptée en 2018, insiste sur ces obligations. Et dans les contextes de violence où ne s'appliquent pas les règles de la guerre, le droit international des droits de la personne et les normes humanitaires à minima jouent un rôle tout aussi vital pour prévenir la faim et y remédier. L'action humanitaire est elle aussi essentielle pour prévenir et contrer la faim dans les contextes de conflit. Lorsque l'accès humanitaire est refusé, la faim et la malnutrition connaissent un essor avec des conséquences souvent catastrophiques pour les civils. Les parties au conflit doivent permettre l'acheminement rapide et sans entrave d'une aide humanitaire en toute impartialité et veiller à ce que les acteurs humanitaires jouissent de la liberté de mouvement nécessaire pour s'acquitter de leur travail. La résolution 2417, tout comme la résolution 2730 adoptée l'année dernière, réitère ces obligations. Alors qu'un mois a passé depuis le début du cessez-le-feu à Gaza, l'ONU et nos partenaires saisissent toutes les occasions pour sauver des vies. Des millions de repas ont été distribués, des sites d'alimentation ont été rouverts et certains services médicaux ont repris, entre autres progrès. Mais l'accès reste entravé, notamment aux postes frontières, ainsi qu'en raison des délais enregistrés par les convois et des obstacles bureaucratiques qui ralentissent l'arrivée d'articles vitaux et parfois de personnel. Au Soudan, en raison du conflit, les systèmes alimentaires sont mis à bas et des millions de personnes sont déplacées. Selon la dernière analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, plus de 21 millions de personnes rencontrent des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. C'est donc la crise de cette nature la plus vaste au monde. Et pourtant, de nombreuses zones ne peuvent être ralliées pour les acteurs humanitaires. Des personnes sont prises au piège, sans aucune assistance.
et souffrent d'une faim extrême. L'ONU, y compris l'OCHA, travaille sans relâche pour garantir l'accès humanitaire. Nous négocions avec les parties belligérantes. Nous utilisons des systèmes de notification pour faire connaître aux acteurs armés les déplacements des acteurs humanitaires et coordonnons l'action des acteurs présents sur le terrain. Mais tous ces outils ne peuvent fonctionner que si les parties sont engagées à faciliter l'accès et à contribuer aux opérations. Le nombre record d'attaques dont ont souffert des travailleurs humanitaires ces 2 dernières années et les effets dominos sur l'accès à l'aide pour les communautés sont affligeants. J'appelle les États à condamner de telles attaques et à insister pour que des enquêtes crédibles soient menées dans tous les contextes. Lever les obstacles bureaucratiques facilite aussi l'accès. Il est capital de simplifier les procédures d'entrée pour le personnel humanitaire, d'accélérer l'octroi de permis pour le matériel humanitaire et de garantir la liberté de mouvement en toute sécurité. Il est aussi fondamental d'œuvrer au déminage pour permettre aux populations de regagner leur foyer et aux agriculteurs de pouvoir de nouveau travailler leurs terres. Enfin, sans volonté politique, malgré tous les efforts sur le plan de la coordination, de la négociation et tous les financements, nous sommes condamnés à l'échec. Pour mettre fin à la faim, il faut relever un défi logistique et financier, certes, mais il faut aussi un engagement politique sur la durée. J'aimerais vous proposer 4 domaines d'action. Premièrement, utilisez les outils que vous avez en main pour remédier à la faim dans les contextes de conflit. Cela signifie qu'il faut nouer un dialogue politique sur la durée, permettre des contacts diplomatiques et utiliser les outils à votre disposition pour influencer les parties. Dans ce cadre, il est essentiel de faire du respect du droit international une condition pour l'exportation d'armes. Deuxièmement, il convient d'adopter des politiques et des pratiques robustes en matière de protection des civils. Nous encourageons les États membres à, certes, d'abord s'acquitter de leurs obligations juridiques, mais aussi à se rallier à des engagements comme la déclaration politique sur la consolidation de la protection des civils face aux conséquences humanitaires découlant du recours aux armes explosives dans les zones peuplées. Ces engagements doivent aussi ensuite être traduits en actes. Troisièmement, je vous enjoins à faciliter l'action humanitaire en simplifiant les procédures démocratiques et en veillant à ce que les acteurs humanitaires puissent avoir des contacts avec toutes les parties. La résolution 2730 du Conseil de sécurité sur la protection des travailleurs humanitaires doit être respectée et les mesures pragmatiques qui sont décrites et celles présentées par le secrétaire général doivent être mises en œuvre. Quatrièmement, il faut renforcer la reddition de comptes, exiger que des enquêtes aient lieu. Il faut adopter des textes de loi afin que les crimes de guerre fassent l'objet de poursuites, améliorer la coopération entre États. Et lorsque les autorités nationales compétentes ne peuvent agir ou ne veulent le faire, il faut appuyer les juridictions internationales. Je vous remercie. Je remercie Madame Souya. Je donne maintenant la parole à Monsieur